Bonjour, bienvenue pour cette émission Domaine public. Aujourd'hui, nous accueillons le ministre de l'économie et des finances, le candidat à la présidence de l'UMP, l'adjoint au maire de Neuilly et le président du conseil général des Hauts-de-Seine. Nous accueillons, bien sûr, vous l'avez reconnu, Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tout le monde sait tout ou presque tout de vous, mais on va quand même rappeler les grandes étapes de votre parcours politique. On regarde. Sa mission, il l'a donc acceptée, président de l'UMP. Aboutissement de 2 années d'omniprésence médiatique, Sarko par-ci, Sarko par-là, ou l'art de se rendre indispensable. Messie pour mass média dans notre démocratie post-moderne, le messager et le message. Sa destination très claire, Élysée 2007, poste restante. Mais la stratégie, elle, est plus floue. Et si derrière l'assurance se cachait le doute? Pendant 2 ans, Sarko a joué la force de la faiblesse. Posture de martyr, il était celui qu'on empêchait de gouverner en bon. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, lui voulait juste murmurer sa différence. L'arrogant se faisait humble, l'ambitieux devenait l'opprimé, victime du tout sauf Sarkozy du couple Chirac-Raffarin. Les murmures alors grossirent en hurlements. Sarko veut retrouver sa liberté, comment y arriver? Diriger l'Île-de-France, il renonce pour aller ensuite dans les Hauts-de-Seine. Prendre le parti, il se tâte, la condamnation d'Alain Juppé lui laisse le champ libre. Sauveur de la droite, d'accord, mais il n'a pas su empêcher les défaites de son camp. Dernière étape du périple, le parricide. Jacques Chirac, candidat à un 3e mandat, osera-t-il l'affronter? Nicolas Sarkozy a accepté la mission, mais a-t-il assez de cran pour ne pas s'autodétruire avant la fin du parcours? Alors Nicolas Sarkozy, on va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord, la littérature qui vous concerne, les dossiers de presse, l'épaisseur des dossiers de presse est énorme. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'on vous dit de vous? Non, mais franchement, je lis pas. Je lis pas et je regarde assez peu parce que d'abord, si je devais lire tout ce qui est écrit, ça prend beaucoup de temps. J'ai quand même quelque chose à faire, d'autre que ça. Et puis deuxièmement, je m'aperçois quand c'est un mauvais article, ça vous énerve, ça mène rien. Quand c'est un bon article, ça me pousse vers un tempérament qu'il faut pas que... sur lequel j'insiste. Non. Et donc j'essaye de faire au mieux, mais je vous assure, quand j'ai commencé dans la vie politique, je lisais avec acharnement tout ce qui s'écrivait sur moi, et maintenant ça m'a passé depuis bien longtemps. Quand on dit que vous êtes un Speedy Sarkozy, ça vous convient? Non, d'abord, vous savez, je pense que dans la démocratie, chacun dit ce qu'il veut, c'est de l'ordre du commentaire. Vous avez fait un reportage, vous pensez cela, si vous pensez ça, c'est que c'est votre vérité. Mais moi, je ne peux pas me reconnaître dans tout ce qui est écrit sur moi. Alors, la notion de speedy, bon, d'abord, c'est assez sympa, mais en même temps, ça veut dire... Moi, je vois les choses différemment. Le monde politique est tout à fait immobile. Les Français, on leur explique depuis des années qu'on ne peut rien sur rien. Rien contre l'insécurité, rien contre le chômage, rien contre la mondialisation. Et on s'étonne après qu'ils ne viennent pas voter, qu'ils ne regardent pas les émissions politiques. Moi, j'ai une ambition qui est tout à fait différente. Je crois qu'on est nommé, payé, rémunéré, distingué pour faire des choses. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand je fais des choses, on dit c'est formidable, il est speedy. Bon, mais moi, je trouve qu'on devrait s'intéresser plutôt au monde immobile, plutôt qu'à ceux justement, qui essayent de faire bouger les choses. Qui revient souvent dans vos propos, mais que vous n'aimez pas, c'est le mot fatalité. Du je refuse la fatalité, il n'y a pas de fatalité pour... Qu'est-ce que vous entendez par fatalité? C'est l'immobilisme? Si on pense qu'il n'y a rien à faire, il ne faut pas demander les responsabilités. Si on mais nous ça veut dire que rien n'est jamais écrit. On a toujours une maîtrise sur les choses. Mais je pense profondément qu'il y a toujours quelque chose à faire. Parce que sinon, pourquoi voulez-vous que je travaille tout ce que je travaille et que j'ai fait depuis 25 ans, tout ce que j'ai fait, parce que je suis passionné par ce que je fais, et que j'aille dire aux gens, écoutez, vous m'avez nommé là, vous m'avez élu là, et il n'y a rien à faire. Ben, s'il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à aller se coucher. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce que vous êtes impatient? Je pense justement que c'est la... Est-ce que vous êtes quelqu'un d'impatient? Oui, incontestablement. Par exemple, d'ici le 28 novembre, vous comptez les jours? Non. Ou pas? Non, parce que, vous savez, j'ai tellement de choses à faire dans ma journée. Mais quand on dit impatient, c'est que j'aime faire, j'aime agir, j'aime porter des projets. Si j'avais aimé, si j'avais voulu être un intellectuel, je ne sais pas si j'en suis capable, écrire seul dans mon bureau, des pages et des pages, s'arrêter une autre vie, un autre destin. Moi, je pense qu'on est là pour agir, pour obtenir des résultats, pour avoir des idées, mais les bonnes idées pour moi, c'est celles qu'on met en œuvre, pas celles dont on parle infiniment, indéfiniment et qu'on ne met jamais en œuvre. En politique, il faut avoir la niaque, bon ça, incontestablement, vous l'avez, il faut avoir un peu de chance. Pourquoi aussi. en politique? Partout. Et vous? Oui, vous croyez que bien vous sûr. êtes là par hasard? Non. Il n'y a pas un jeune, ceux qui sont sur le plateau, qui pourront réussir leur vie
s'ils n'ont pas beaucoup d'énergie. L'énergie, et si l'énergie, c'était ça le talent. Est-ce qu'il faut aussi avoir un peu de chance? Par exemple, vous allez quitter Bercy avec une croissance de 2,7%. C'était inespéré il y a quelques mois. Et là, d'un seul coup, vous allez avoir un bilan superbe. Mais vous savez, soit cette croissance, elle est due à l'action que j'ai engagée. Et dans ce cas-là, c'est pas mal. Soit elle est due à la Baraka, et moi je pense depuis bien longtemps que la Baraka fait partie de la bonne gestion. Alors prendre la succession de Charles Pasqua à la tête de la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine et tourner la page aussi vite, fallait le faire, non? Pourquoi tourner la page? Parce que pratiquement la marque de Charles Pasqua qui a été là pendant 15 ans, on la voit plus. Maintenant, c'est la marque Sarkozy. Non, c'est pas comme ça que Charles Pasqua, je le connais depuis très longtemps. Oui. C'est même lui qui m'a accueilli dans la vie politique quand j'avais 17 ou 18 ans. Bon. On a eu, lui et moi, des problèmes. C'est même affronté. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie pour les qualités d'homme d'État qui ont été les siennes. Bon. Et puis à un moment donné, il a souhaité ne pas être candidat de nouveau au Conseil général. C'était son choix. Et à partir de ce moment-là, j'ai été candidat. Donc j'assume mes responsabilités. Mais vous savez, je ne me pose pas par rapport à mon prédécesseur. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les prédécesseurs ont tout fait mal et que les successeurs seront forcément des intrigants. Moi, j'essaye de vivre le moment de mes responsabilités. Point. Alors, juste un mot, pour rester sur Charles Pasqua, on a dit que vous aviez aidé en sous-main son élection au Sénat, ou en tout état de cause, que son élection n'aurait pas pu se faire sans votre neutralité bienveillante. Est-ce que c'est le cas? Vous savez, il ne faut pas mépriser les électeurs, surtout quand c'est des grands électeurs. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Charles Pasqua a profondément marqué le département des Hauts-de-Seine. Il y a beaucoup d'amis. Ses amis ont voulu, pour cette dernière élection, lui manifester leur amitié. C'était leur choix. Là, il vient d'être mis en examen 3 fois. Qu'est-ce que vous faites comme commentaire? Est-ce qu'il y a un acharnement à son encontre, comme il a l'air de vouloir le dire? Mais écoutez, je n'ai aucun commentaire à faire, puisque tout ce que je ferai sera retenu exclusivement contre moi. Soit je donnerai l'impression d'accabler Charles Pasqua, je n'en ai nullement l'envie, soit de contrarier la justice. Je suis ministre de la République, c'est vraiment pas mon boulot. Et de surcroît, je n'ai jamais aimé ennemi, adversaire ou ami tirer sur des gens qui avaient des ennuis. Je ne l'ai jamais fait. Quand il m'est arrivé d'avoir des désaccords avec Charles Pasqua, c'était au moment où il était le plus fort. Quand j'ai eu des désaccords avec Jacques Chirac, comme président de la République, je n'ai jamais attaqué les collaborateurs et je n'ai pas ce goût d'aller apporter ma voix à la critique de celui qui a des ennuis ou qui est à terre. C'est une question de tempérament aussi. Vous savez, moi je l'ai vécu. J'ai été à terre à 2 reprises dans ma carrière, en 1995 et en 1999. Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai regardé le visage des autres quand on est seul. Et je me suis promis de ne jamais faire aux autres ce que je n'avais pas apprécié à ce moment qu'on fasse pour moi. Alors, on reparlera dans un instant du Conseil général des Hauts-de-Seine, mais il y a aussi Neuilly, donc, où vous êtes adjoint, mais vous avez été longtemps maire. On laisse entendre que votre épouse, qui s'occupe beaucoup des dossiers locaux, pourrait vous prendre votre relève à Neuilly. Bon, d'abord, entre-temps, il y a eu un autre maire, qui est Louis-Charles Barry, qui fait très bien. S'agissant de Cécilia, qui est pour moi quelqu'un d'indispensable, et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, si un jour elle souhaite être candidate, ça sera sa décision. Bien sûr, je la soutiendrai. Mais ça sera sa décision. Sa décision. Et ça sera le choix des électeurs. On a lu un moment que vous aviez envisagé de venir vous présenter à la mairie de Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans un coin de votre tête? Et est-ce que vous envisagez éventuellement un jour... Parce que la droite parisienne n'est pas dans une forme époustouflante. Écoute, vous savez, on disait ça de la gauche parisienne quelques semaines avant que Bertrand Delanoë gagne. C'est d'ailleurs un des problèmes de la vie politique. On vous voit génial quand tout marche bien, on vous voit accablé quand rien ne marche bien, et puis tout d'un coup ça change, et les commentaires changent du tout au tout. Je n'ai jamais eu l'idée d'être candidat à la mairie de Paris, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, ce n'est pas ma route, ce n'est pas mon destin, ce n'est pas mon choix. Alors, 2 dernières questions qui concernent purement de la politique. Christine Boutin a fait une déclaration en disant qu'un président de l'UMP n'avait pas à être candidat à la présidence de la République pour ménager l'uniformité, la neutralité de la direction de l'UMP. Vous en pensez quoi? C'est bien connu, il faut mettre à la tête des partis politiques celui qui a de moins d'ambition et de moins de potentialité. D'accord. Deuxième chose, il y a un débat qui agite... C'est un choix gagnant. Il y a un débat qui agite l'UMP en ce moment, c'est faut-il ou pas un débat à l'Assemblée nationale concernant l'entrée de la Turquie? Il y a un certain nombre de députés de l'UMP qui se sont déclarés non seulement pour qu'il y ait un débat, ce qui est acté, mais aussi qu'il y ait un vote avec un engagement de responsabilité du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est un problème qui a été tranché par le Premier ministre. Il a dit qu'il y aurait un débat. En ce qui concerne le fond des choses, j'ai toujours été réservé sur l'entrée de la Turquie à l'intérieur de l'Europe, même si je pense que nos amis turcs doivent avoir un statut de partenaire associé avec l'Europe.
très européen, je suis pour l'intégration européenne. Et naturellement, avec la Turquie, il n'y aura plus d'intégration européenne. Alors, pour essayer de vous découvrir encore davantage, on est allé demander à quelqu'un qui vous connaît bien, vous allez voir pour cause, ce qu'il pensait de vous. On regarde et ensuite on continue la discussion. Nicolas Sarkozy, tout petit, eh bien, il ne voulait pas être homme politique, il ne voulait pas être cosmonaute, il voulait être journaliste. C'est-à-dire qu'il a réfléchi déjà à ce que c'était que communiquer, il aime ça, communiquer. Deuxièmement, il est tombé dans la télévision tout petit. Il a eu la télévision, il s'est passionné pour l'image, il était un enfant très seul. Je ne crois pas qu'il l'ait maquillé, qu'il l'ait truqué, il la vit comme ça. Quand il raconte qu'il a vécu une enfance peu heureuse, qu'il a mal vécu les rapports avec les familles riches de la plaine Monceau puis de Neuilly, lui qui était un enfant de famille de divorcé, hongrois par son père, d'origine hongroise par son père et juive par sa mère, par son grand-père. Il a très mal vécu tout ça, c'est pas fabriqué, ça sonnerait trop faux. Alors c'est vrai qu'il a enjolivé un petit peu un moment l'histoire de son père réfugié en France et que depuis il la raconte plus tout à fait de la même façon, mais disons au fond c'était une partie de sa vie qu'il avait besoin peut-être de la raconter de cette façon-là. Cécilia joue un rôle fondamental d'équilibre, d'ouverture, de chaleur, c'est un peu de tendresse dans un monde de brut et beaucoup d'amour. Et alors ça, on n'est pas habitué à ça, c'est vrai en France parce que la règle de l'amour, c'est l'amour fusionnel en plus qui se prétend comme tel, c'est absolument pas exposé parce qu'il y a un risque, et ça Nicolas Sarkozy et Cécilia le savent, c'est qu'au cas où cet amour tiédirait, refroidirait, eh ben, les caméras qui ont été introduites dans l'intimité pourraient révéler une vérité beaucoup plus dérangeante. Mais là, président de l'UMP, Cécilia Sarkozy va continuer à travailler avec lui et ils vont continuer à vivre cette histoire extraordinaire pour nous, pauvres mortels, qui est une histoire d'amour fusionnel incroyable. Alors Nicolas Sarkozy, on va poursuivre sur ce registre. Daï Kodoui nous rejoint sur le plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous rappelez la première fois que vous êtes passé à la télé? Oui. C'était quoi? Écoutez, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était en 1978 avec Anne Sinclair. Et vous étiez... Pour la campagne des législatives. Et vous étiez trouvé bon? Non. Non, parce qu'à l'époque, voyez-vous, j'étais jeune et donc j'avais de l'énergie. Depuis, vraiment, j'en ai perdu beaucoup. Ouais, là, vous êtes un peu... Je ne sens pas trop énergique, là, aujourd'hui. Vous trouvez? Oui. Ben, ça dépend ce que vous allez dire, méfiez-vous. Bon, mais justement, l'énergie, au début, c'était pas plutôt dans les meetings. La grande émotion de votre première fois, c'était votre première prise de parole publique. C'était à Nice, en 74? 75. 75. Je m'en souviens comme si c'était d'hier. J'avais pris le train avec des copains pour aller aux assises de l'UDR. Il faisait un temps formidable. Le samedi, je vais voir le congrès. Il y avait une tribune qui faisait au moins 8 mètres de hauteur. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je pensais que j'allais prendre la parole pour la première fois dans une réunion publique. Il y avait 5000 personnes. Et puis Jacques Chirac était Premier ministre et secrétaire général de l'UDR. Il était là. Et vous aviez 2 minutes. Non, il m'a dit, Sarkozy, c'est toi? Je dis, oui, monsieur. Eh bien, tu as 2 minutes. Et vous en avez fait 20. La légende dit que vous en avez fait 20. Ouais, disons que j'en ai peut-être fait 15. C'est là où ça vous a plu. Alors c'est là où vous êtes remarqué par Chirac, par Pasqua, mais aussi par les jeunes giscardiens qui viennent vous draguer. Et à l'époque, la modernité, c'est Giscard. Draguer. Ah bah, il voulait que vous les rejoigniez. Et la modernité, c'est Giscard. Et vous choisissez de rester à l'UDR. Pourquoi? Parce que j'aimais dans la famille gaulliste cette façon, de l'extérieur, je voyais ça. Ils avaient de faire de la politique en équipe. Et que je trouvais ça formidable, cette famille, qui se rassemblait, qui prenait des coups. Les Giscardiens, c'était une équipe de jeunes, c'était votre âge, c'était... Il y avait 2 façons d'être moderne, c'était soit d'être socialiste, soit d'être giscardien. Moi, j'ai choisi les gaullistes. Leur rapport à la France et l'idée qu'on faisait de la politique en équipe, ça m'a plu infiniment. Ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup passionné. Parce que moi, j'ai commencé la politique comme simple militant. Ouais, ça, je suis rentré dans une permanence. Ça, vous nous jouez un petit peu une tendance sur votre légende familiale, un peu un complexe social. Vous utilisez un peu votre histoire, en tout cas vous l'avez dévoilée, pour essayer de faire évoluer votre image, celle du traître arrogant. Vous allez voir que j'ai de l'énergie. D'abord, j'ai rien utilisé du tout. Non, mais vous êtes quand même... Mais je vais vous dire juste un truc. Quand on écrit 10 bouquins sur votre vie, ça vous arrivera peut-être un jour. Et je viendrai pas vous dire, vous avez dévoilé quoi? Les gens écrivent, des journalistes écrivent, c'est leur droit. Le plus absolu. Mais vous aimez bien dire votre histoire d'immigration pour bien montrer que vous n'êtes pas né avec une cuillère dans la bouche. Mais j'ai pas besoin de le raconter, de dire. On m'a posé souvent la question, est-ce que vous avez été heureux dans l'enfance?
Je dis l'enfance, ça n'a pas été un moment forcément heureux pour moi. Pas simplement pour des questions sociales, je vais vous expliquer si vous me posez la question. Avant de porter un jugement, je vais vous le donner. C'est que je trouve que quand on est adolescent ou même jeune, on a moins de liberté que quand on est adulte. Alors moi j'aime être libre. Vous savez ce que c'est être libre? C'est-à-dire décider de ce que je fais, pouvoir le faire et en assumer les responsabilités. Alors quand on est enfant ou quand on est adolescent ou quand on est jeune, la caractéristique c'est qu'on est beaucoup moins libre que quand on est adulte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens matériels d'être libre, parce qu'on a beaucoup de contraintes et parce qu'on a tellement d'interrogations. Est-ce que je rencontrerai le garçon ou la fille que j'aime? Est-ce que je me ferai une famille? Quel sera mon métier? C'est ça. Quel leader politique je vais suivre? Celui qui m'avantagera ma carrière, parce que c'est assez malin. Vous n'allez pas là où vont tous les jeunes de votre génération. Il est gentil. Vous allez là où il y a moins de monde, ce qui est pas forcément cynique, mais ce qui est pas idiot. Mais merci de dire que je ne suis pas idiot. Venant de vous, ça me touche beaucoup. Puis je suis prêt à faire à vous dire la même chose. Mais c'est absurde, permettez-moi de vous le dire. Si j'avais choisi Giscard, on aurait dit, regardez, dès 18 ans, il était formidablement ambitieux. Je choisis la famille gaulliste qui vient d'avoir un échec avec Chaban-Delmas à cet âge-là, et on me dit, elle était vraiment malin. Hein. Il mise sur le perdant. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien, rester couché? Ben, c'était pas mon truc. Et je vais vous dire une autre chose qui est très sincère. Je me suis engagé dans la vie politique très jeune, il y a très longtemps. Jamais je l'ai regretté. Et pas un jour, vous m'entendez, pas un jour je me suis levé en me disant la barbe, je fais de la politique. Et je suis passionné aujourd'hui, comme je l'étais hier. Mais quand je dis que j'ai commencé comme simple militant, c'est la stricte vérité. Et vous allez finir comme président des militants. Alors la communication est un peu différente. Ça commençait bien. Parce qu'il y a une communication différente. Quand on parle militant, c'est pas pareil qu'à l'opinion publique. Là, dans les 2 prochaines années, vous allez plutôt aller voir les militants. Et vous allez perdre peut-être un peu de contact avec l'opinion. Comment vous allez gérer ça? Mais absolument pas. Mais écoutez, c'est formidable. Mais j'admire la capacité des commentateurs à être inquiets pour moi. Mais moi, je ne suis pas... On vous aime. Regardez, il a fallu du temps, hein. Mais il est arrivé quand même. C'est sympa. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai pas peur. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas peur de perdre. Et pas peur d'être oublié par l'opinion? Non, la notion même de peur est quelque chose. Je n'ai aucun mérite, ce n'est pas mon tempérament. J'aime faire. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, beaucoup de mes amis m'ont dit, mais mon Dieu, ça va être terrible, tu vas sortir avec une image épouvantable, le bâton et le képi à ras du front. Bon. J'ai jamais cette idée de m'a même traversé l'esprit. J'ai été au contact des gens. Quand Jacques Chirac a demandé, avec pas mal d'insistance, que j'aille aux finances, moi je voulais rester à l'intérieur, mes amis m'ont dit, mon Dieu, ça va être terrible. Tu vas devenir l'homme du chômage. C'est plus la vie quotidienne, c'est les sommets internationaux. Les gens vont plus s'intéresser à toi. Mais c'est même une idée qui m'a pas traversé l'esprit. La preuve. Et maintenant, je vais devenir